Pierre-Yves, bonjour. Bonjour Vincent. Eh bien, nous allons donc faire un petit point de stratégie sur les marchés. Alors, peut-être faut-il commencer par un bilan. Regardons un peu comment se sont comportés les indices depuis le début de l'année. Bon, la surperformance de l'Europe en dépit du très fort rebond des indices américains ne se dément pas pour le moment, avec un Stoxx 600 qui fait la course en tête. Le Nasdaq était encore un peu en retrait, parce que là, ce sont les chiffres arrêtés à la clôture d'hier. Le CAC 40 est plutôt gaillard, et puis le DAX, n'en parlons pas, il fait flèche de tout bois. Alors depuis le 7 avril, je le disais, les indices américains ont très fortement rebondi. Cela étant, le DAX encore plus, et le Stoxx 600, finalement, c'est mieux comporté que le S&P 500. Alors même que le dollar se déprécie, donc ça relativise encore davantage la performance des indices américains. Bon, alors, on a plusieurs sujets, à mon sens. On va évacuer peut-être celui qui est le moins important aujourd'hui. C'est peut-être paradoxal, mais c'est celui des droits de douane. Pourquoi je dis que c'est le moins important? Parce que j'ai l'impression que le marché, et tu vas me dire ce que tu en penses, Pierre-Yves, a intégré un peu la manière dont ça se passait. En gros, Donald Trump nous fait du Trump, c'est-à-dire qu'il agresse. C'est une stratégie de négociation. Très vite, il prend la température, il s'adoucit, aussi parce que le marché lui fait comprendre qu'il ne faut pas aller trop loin, et ça, il l'a bien intégré depuis le 7 avril, en fait. Et donc, à chaque fois, c'est plus de peur que de mal. Et on a de moins en moins peur et on a de moins en moins mal. J'ai un peu l'impression, donc, que c'est ce qui va se passer avec l'Europe, même si, je nuance mon propos, l'Europe n'est pas tout à fait dans la même position de force qu'est la Chine, selon moi. Selon toi, je crois que c'est important de dire que c'est une analyse. Moi, mon intuition est que l'Europe est en fait assez forte. Et c'est la raison pour laquelle l'administration Trump patine un petit peu et qu'elle l'a déclaré sur les médias avec l'humeur qui fut la sienne, en tapant sur la table pour, comme tu l'as dit, changer rapidement de trajectoire ensuite. En fait, l'Europe face aux États-Unis semble être la même que l'Europe face au Brexit. Elle paraît divisable, mais elle ne l'est pas. Elle a des procédures qui sont quand même très bien ancrées dans pratiquement plus de 60 ans de pratiques bruxellaires, j'allais dire, et dans lequel il faut suivre des process, sans quoi l'Europe ne peut plus approuver une évolution quelconque. Donc le sujet des droits de douane est un sujet qui se traite à Bruxelles. J'allais dire que Bruxelles est plus allemande que jamais et l'allemand suit un process. Donc la patronne de l'Europe étant allemande, elle suit aussi ce process. Et la lecture que j'ai pu en faire ces derniers jours, voire ces dernières heures, c'est que l'Europe paraît singulièrement coordonnée dans cette affaire, y compris avec Madame Meloni, qui semblait avoir une trajectoire un peu autonome du fait de sa capacité à échanger avec Trump, et qui finalement semble être allé chercher de l'information pour en faire bénéficier la capacité de négociation de l'Europe. Donc j'aurais tendance à me dire que l'Europe résiste au bon sens du terme, c'est-à-dire de façon constructive, en offrant une baisse des droits de douane pour tout le monde, mais en intégrant, comme l'aurait fait n'importe quel pays, les services dans la négociation qui est en cours. Et c'est là que ça coince, puisqu'effectivement, si on réintègre les services, les États-Unis ne sont pas franchement déficitaires par rapport à l'Europe. Donc, notre ami Donald est renvoyé à sa case départ et l'administration a du mal à faire face à cette construction et à ce process. Nous différons un petit peu sur la capacité, enfin, quant à la capacité de l'Europe à finalement bien négocier face aux Américains, mais finalement, l'essentiel, c'est qu'on est assez d'accord sur l'idée que la négociation ne sera pas ce qui va nous ramener vers des plus bas tels que ceux qu'on a connus le 7 avril. Je pense que ça, D'accord. on peut le dire. Oui. Et que
c'est bon, une inquiétude en moins. Mais, et c'est pas pour broyer du noir pour le plaisir, j'ai l'impression tout de même qu'on est dans un champ de mine et que certaines sont bien plus menaçantes que ce que sont les droits de douane. Alors, je pense qu'il faut aborder un point qui est assez négligé par le marché aujourd'hui, c'est ce qui se passe autour du yen, de l'inflation japonaise et des taux de la dette souveraine japonaise. Pour moi, c'est un véritable sujet de préoccupation. Est-ce que tu le partages? Oui, on a eu un changement de régime, en gros, depuis l'été dernier, hein, qui avait entraîné une première crise au sens où les marchés s'étaient interrogés sur ce qui était pour les arbitrageurs une mine d'or, c'est-à-dire une monnaie, une devise qui s'effondre et qui Alors, tout permettait. part. Je me permets de t'interrompre 2 secondes, Pierre, c'est juste pour illustrer le propos. Tout part tout de même d'une situation au Japon. On n'avait pas connu lors des décennies précédentes, mais qui semble en rupture justement avec ce qu'on avait connu, c'est-à-dire la déflation, c'est la présence d'une inflation assez élevée. Absolument. On regarde là les chiffres d'inflation. Bon, et si je vous avais mis le tableau en full graphique sur plus longue période, bah, vous auriez vu qu'il n'y avait pas d'inflation du tout avant la crise sanitaire. Donc depuis la crise sanitaire, l'inflation a fait son retour, mais là, elle semble s'installer et puis ça commence à embêter passablement les autorités japonaises. Je vais te laisser reprendre, mais je montre un autre graphique. Alors, c'est la parité dollar-yen. Et on voit que le yen, donc évidemment quand le yen se renforce, ça veut dire la courbe baisse, a tendance à baisser. Donc on était à 1 $ pour 162 yens il y a quelques mois, en 2023 plus exactement. Et puis là on est à 142. Et ça a déjà mis en émoi le marché. Alors il faut expliquer pourquoi, hein, parce que évidemment quand le yen s'apprécie, que les obligations souveraines qui suivent tout de même un peu les taux d'inflation voient leurs taux remonter, eh bien on a toute une mécanique financière qui commence à donner de la gîte et c'est là, je t'ai interrompu, mais il faut revenir à la question du basis, du carry trade et puis aborder aussi celle du basis trade parce que c'est un effet indirect. Ça. Oui, alors le point essentiel, c'est qu'on pouvait emprunter dans une monnaie de grande qualité avec des taux d'emprunt extraordinairement faibles, qui étaient ceux qui prévalaient au Japon jusqu'en gros à l'été dernier, quand les tentatives successives du Japon de remettre un peu d'inflation dans l'économie japonaise ont fini par mordre. Et donc là, les opérateurs qui avaient l'habitude d'acheter des actifs en les finançant par du yen de moins en moins cher, se sont trouvés tout d'un coup contraints, puisque le yen a commencé à se réaffirmer. Donc, du point de vue des étrangers, le remboursement de leurs dettes en yen a commencé à coûter. C'est un premier aspect. L'autre aspect de l'économie japonaise, simplement qu'elle est fondée sur un financement par la dette. Enfin, l'État évidemment très, 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 très endetté. Alors, je dis évidemment, c'est pas toujours connu, mais c'est un fait. Et donc la remontée de l'inflation passe par une remontée évidemment des taux. Et là, donc des taux sur la partie longue de la courbe. Et là, du point de vue des porteurs de cette dette, il se pose comme un petit problème significatif, c'est que la valeur de ces actifs recule et les quelques points de variation de l'inflation ces derniers temps ont conduit en fait à une baisse de valeur de l'ordre de 20% de la dette japonaise sur la partie longue du dispositif, on va dire plus de 20 ans. C'est extrêmement douloureux pour tous les porteurs institutionnels de ces actifs au Japon. Donc il y a des tremblements dans l'organisation financière japonaise qui inquiètent et qui peuvent avoir des effets d'écho considérables. Il y a cette expression qui est intéressante qui dit que duration is fungible. La duration est fongible. Et elle est vraiment intéressante parce qu'elle dit une chose simple, c'est que quand un marché obligataire décroche, aussi énorme que celui du Japon, il a un effet de domino sur l'ensemble des classes obligataires. Et c'est ce qui est vraiment en train de se passer, c'est-à-dire qu'il y a une crise lourde des actifs taux japonais
qui peut avoir un effet en cascade sur l'ensemble de la planète financière. Et c'est en ça que ton point sur l'inquiétude japonaise est extrêmement important. Alors, on peut parler en effet du débouclage des positions de carry trade, hein, puisque tu le disais, le carry trade, c'était emprunté en yens, taux zéro ou négatif, pour ensuite finalement aller toucher, enfin réinvestir cet argent et dans des devises qui rémunéraient davantage. Bon, mais il y a un autre phénomène, alors qui n'est pas directement lié au carry trade, mais qui est celui du basis trade, et ça va nous amener à la dette américaine, c'est-à-dire qu'il y a les acteurs japonais, pour bien pour bien exposer le cheminement. Les acteurs japonais, tu parles notamment les assureurs, commencent à enregistrer des pertes latentes sur leur position obligataire. On a 4 des plus gros assureurs japonais qui viennent déclarer 60 milliards de dollars de pertes latentes. Bon, c'est en soi un signal, parce que ça veut dire que, bon, déjà, il va falloir compenser ces pertes latentes. Donc, il y a aussi la tentation de prendre ces bénéfices là où on en a, et donc peut-être sur le dollar, ça premièrement. Ensuite, ça signifie que la dette japonaise offrant une rémunération supérieure devient plus attrayante. Exact. Donc, ça veut dire aussi pour un certain nombre d'acteurs, et notamment japonais, je rappelle que le Japon est le 2e créancier mondial derrière l'Allemagne, puisqu'il s'est fait supplanter par l'Allemagne. Ça veut dire aussi qu'on n'a pas besoin d'aller s'embêter à l'extérieur. Or, il y a tout de même un tropisme japonais à investir d'abord dans les actifs locaux, ce qui est parfaitement compréhensible. Donc ça peut amener à des débouclages de position sur la dette américaine. Or, et c'est là où on en vient au basis trade, c'est qu'un certain nombre de hedge funds ont des positions en fait sur cette dette américaine, puisqu'ils se financent. En fait, cette dette américaine leur permet de jouer avec un effet de levier accru, puisqu'ils achètent de la dette américaine pour pas cher, ils la mettent, ils s'endettent pour ça, ils la mettent en collatéral, ils peuvent s'endetter encore plus, et ainsi de suite. Sauf que quand on a des pertes sur un actif qui normalement était sans risque, comme la dette américaine, eh ben on déboucle sa position et on vend tout le reste. C'est-à-dire qu'on vend les actifs qu'on a financés par ce mécanisme-là. C'est là où on peut avoir des effets dominos. Tout à fait. Une fois, c'est toi et se cumule. Ce que tu décris est effectivement ce qui pourrait se passer, qui semble devoir se passer, quoi qu'il arrive, c'est que de toute façon, dans un vase clos qui serait américain, les hedge funds de toute façon sont confrontés à un coût d'endettement plus important pour prendre des positions sur la dette américaine. Et ils le feront d'autant moins, outre le problème du financement qui est le leur, qu'il y a une direction probablement baissière sur cette dette américaine parce que d'autres parties du monde ont besoin d'en vendre. C'est ce qu'on est en train d'évoquer sur la partie japonaise. Donc ça peut, c'est cet effet domino, mais qui se stratifie sur les dénouements en fait des uns et des autres, puisque l'essentiel des actifs dans le monde de la dette est quand même porté par de la dette. C'est un effet de levier permanent. Donc le dénouement de ces positions de financement d'un actif dette peut avoir des effets en cascade assez puissants, voire très très puissants. Et la seule logique, c'est effectivement de baisser brutalement les taux pour remettre la liquidité dans le système et demander à ce que les banques centrales interviennent et achètent. Donc on va voir si voilà, absolument. En fait, tous les cas, c'est ce qu'attendront les intervenants de type hedge fund. Oui, mais en attendant que ça se produise, et si jamais les choses tournent au vinaigre, on risque d'avoir des moments un peu douloureux sur les marchés. Bon, on ne souhaite pas le pire, mais en tout cas, c'est un risque qui, aujourd'hui, n'est pas nul. On peut l'exprimer ainsi. Et avec ce sujet constant quand même de la brutalité de la position de Trump, en fait, c'est qu'il est révélateur de ces situations-là. On ne découvre pas que les États-Unis sont endettés ou que le Japon est endetté. Simplement, on est mis devant cette réalité parce qu'il vient perturber un ordre qui ne voulait pas être trop finalement questionné sur sa façon de fonctionner.
Tu me fournis la transition, mais avant, je fais une petite incise à l'adresse de tous ceux qui nous regardent. Si vous voulez savoir ce que nous pensons, nous, Synapse, des marchés, ce que nous retirons un peu de toutes les interviews que nous pouvons mener, il suffit de vous inscrire à notre newsletter. Elle est entièrement gratuite, je le précise. Et pour ce faire, vous cliquez sur le lien qui doit apparaître en haut à droite de l'écran ou sur celui qui se trouve en bas dans la description sous la vidéo. Mais revenons à nos moutons, Thierry, et tu me fournis une transition parce que tu l'as dit, Trump est un révélateur et de tendances lourdes qui préexistaient, et c'est peut-être non seulement un révélateur, mais un accélérateur de ces tendances. Et parmi les questions qui préoccupent tout de même un certain nombre d'acteurs des marchés, même si aujourd'hui les marchés ne bronchent pas trop, s'il est un sujet qui préoccupe tout le monde, c'est bien celui de la dette américaine. Alors, on dira, le taux du 30 ans est repassé sous les 5% à l'heure où nous enregistrons. C'est tout à fait vrai. Enfin on peut constater que le taux du 30 ans américain est tout de même plutôt dans une tendance haussière. Cela posé, on a pour moi une question majeure qui est celle de l'impact justement du Big Beautiful Bill, donc le projet de loi budgétaire porté par les républicains, l'impact sur la perception que vont avoir les marchés obligataires de la soutenabilité finalement de la dette américaine. Et là, ça commence peut-être à se gripper un petit peu. Alors, on a des choses tout de même dans ce dans ce projet de loi qui sont claires, c'est que le déficit va s'accroître. Bon, très bien. Si, comme l'équipe Trump l'imagine, on a davantage de croissance et que cette croissance fait rentrer davantage de recettes, c'est peut-être tout à fait soutenable. Le problème, c'est que la dette américaine, elle est tout de même en grande partie financée par les étrangers. Oui. Premier point. Et on a tout de même des niveaux qui commencent, disons-le, à être inquiétants. Alors, j'ai un graphique que je vais vous montrer, moi, qui m'amuse et qui m'interpelle. Alors, la source, c'est plutôt Bank of America, ce n'est pas Boursorama, je précise, c'est une erreur. Qu'est-ce que vous avez sous les yeux? Vous avez le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre l'obligation à 30 ans de Microsoft et le taux du bon du Trésor à 30 ans américain. Bon, il est logique qu'une entreprise rémunère davantage les porteurs que finalement les porteurs de bons du Trésor, puisque les bons du Trésor sont réputés être l'actif le moins fragile ou le plus sûr au monde. Et qu'est-ce qu'on observe? C'est la réduction de cet écart de rémunération entre l'obligation Microsoft et le bon du Trésor à 30 ans. Et en mai de cette année, nous sommes au plus bas historique, c'est-à-dire qu'il n'y a plus que 20 points de base de différence de rémunération entre cette obligation d'une entreprise, certes pas n'importe laquelle, il s'agit de Microsoft, et la rémunération offerte par l'obligation souveraine à 30 ans américaine. Ça veut dire que si les choses continuent comme ça, Microsoft va être jugé plus solide que l'État américain. En tout cas, c'est un signal. Ça semble anecdotique, mais ça ne l'est pas. Enfin, pour moi, ça ne l'est absolument pas. Et quand on regarde les chiffres tout de même qui concernent ce budget américain, on a de quoi, on a de quoi s'inquiéter un petit peu. Parce que, et c'est pas moi qui le dis, là c'est le JCT. Alors le JCT, c'est le Joint Committee on Taxation. Donc c'est un organe qui évalue et chiffre les propositions fiscales contenues dans la proposition de loi budgétaire. Et selon le JCT, eh bien le Big Beautiful Bill,
augmenterait la dette de 3 300 milliards de dollars, intérêts compris, ou de 5 200 milliards si ces dispositions temporaires devenaient permanentes. Et puis surtout, surtout, non, la tendance est là, mais le déficit va être accru. Dès 2027, on aurait une augmentation de 600 milliards de dollars du déficit. Alors ça tient au fait aussi que du côté des dépenses, eh bien, on a moins de réductions que prévu. D'ailleurs, le Doge chiffre peu les réductions de dépenses. Il était très ambitieux, mais j'ai l'impression que là, c'est plus compliqué que prévu. Bon, tout ça pour dire que c'est pas joyeux et que la réaction du marché obligataire risque là peut-être d'être un peu véhémente. En tout cas, pour moi, outre le Japon, c'est un des autres sujets d'inquiétude du moment, et je pense que si on doit aller sur de nouveaux points bas, ça sera plus à cause de ça qu'à cause des droits de douane. Qu'en dis-tu? Partage cette idée effectivement que les risques sur la dette américaine sont considérables. Ils sont quand même bien retracés, hein. Ce risque est quand même évoqué par les économistes depuis quelque temps, enfin en gros depuis l'arrivée de l'administration Trump. Et comme tu l'as montré sur un graphique précédent, pour l'instant la dette, les taux ne sont pas vraiment envolés au-delà des 5%. Donc il nous manque quelque chose pour que un état de danger devienne un état de crise. Et c'est là qu'on peut se reboucler éventuellement sur les taux, sur les droits de douane, et qui ferait que peut-être ces droits de douane n'ont pas vocation à prospérer beaucoup plus que les niveaux actuels. C'est-à-dire que si la négociation se fait mal, il est probable que les marchés anticiperont donc une dégradation encore accrue de l'économie américaine, se traduisant par une hausse des taux, ce qui viendrait en quelque sorte freiner les ardeurs de l'administration américaine. Ce que je note quand même, c'est que sur ces derniers jours, voire ces 2 dernières semaines, on n'a plus tellement entendu Scott Bessent, qui était arrivé au secours des marchés, mais en s'alignant quand même sur son patron. Là, il a l'air d'être un petit peu moins présent, et je me demande effectivement ce qui se passe sur ce plan-là, parce qu'on aurait imaginé qu'il soit beaucoup plus en soutien de la fameuse Big Beautiful Bill et de sa transition vers le Sénat, hein, qui reste encore à faire pour avoir une validation complète de cette nouvelle loi. Voilà, donc oui, je suis d'accord avec toi. Surtout que cette loi intègre une disposition, il s'agit de l'article 899 de mémoire. On en a peu parlé jusqu'à présent, mais cet article, en fait, vise, soi-disant, à redresser les torts qui sont faits aux entreprises et particuliers américains en appliquant une taxation punitive à l'égard de tout détenteur d'actifs américains étrangers. Grosso modo, c'est une surfiscalité qui viendrait amputer, alors au début de 5%, et puis, puisque c'est prévu sur 4 ou 5 ans, 4 ans je pense, en fait, viendrait amputer de 20% les revenus obtenus. Ça, que vous soyez donc un particulier qui touche des dividendes, ou un fonds de pension qui touche des coupons sur la dette américaine, ou une société qui touche des royalties, et ainsi de suite. Alors, le Big Beautiful Bill n'est pas passé, mais moi, je me pose une question. Bon, déjà, je me dis que c'est très risqué de faire ça, parce que on l'a vu, les États-Unis ont besoin de se financer, très clairement, qu'ils comptent sur les investisseurs étrangers. En tout cas, ils comptaient jusqu'à présent sur eux pour le faire. Et que si une telle disposition était finalement retenue, on risquerait tout de même d'avoir un retrait d'une partie des capitaux étrangers des États-Unis.
Alors l'objectif peut-être derrière tout ça, parce que on le sait depuis le début que l'équipe Trump veut faire baisser le dollar dans l'idée de restaurer une balance, un équilibre de la balance commerciale, voire un excédent. C'est une façon de faire, mais c'est une façon de faire. Si c'est l'objectif, et là je n'en sais rien, hein, c'est tellement osé. Si c'est l'objectif, c'est tout de même très très risqué, je trouve. Alors, je connaissais pas cette disposition avant qu'on en parle, mais ce que je note quand même, c'est qui vient consolider toute opinion sur le risque que ça représente, c'est que les détenteurs de treasuries étrangers ne seraient pas affectés. C'est la seule classe d'actifs qui échapperait à cette disposition de l'article 899. Pour l'heure, hein, manifestement, il y a des difficultés d'interprétation d'après quand on lit les articles sur cet article, pour bien cerner l'impact potentiel. Mais bon, clairement, si la dette américaine est mise à l'abri, c'est qu'il y a de façon latente un gros risque, effectivement, sur la perception de la signature américaine. Et si de toute façon on achète moins d'actifs, par exemple boursiers, ça aura un impact tout de même sur le dollar. Alors oui. il vaut mieux éviter évidemment l'explosion de la dette américaine pour tout le monde, mais c'est mécaniquement dépréciateur du dollar. Oui, d'accord. Ça revient à vendre du dollar. Donc ça peut nous amener à un peu de volatilité, c'est ce que je veux dire. Enfin bon, ça ce sont mes inquiétudes. Alors elles sont peut-être totalement exagérées. Toi, qu'est-ce que tu perçois dans l'environnement actuel, soit qui t'inquiète et qui te rassure au-delà de ce qu'on vient de dire? Bon, ce qui m'inquiète, c'est quand même on est écrasé par ces mauvaises nouvelles au sens des secousses de Trump. Bon, on va pas les répertorier. En termes, on peut dire que c'est bien ou mal, mais les résultats des entreprises restent remarquablement résistants par rapport à ce qu'on anticipe depuis de nombreux mois maintenant comme étant des chocs sur leur profitabilité. Donc on voit une érosion qui est devenue assez significative ces derniers jours parce qu'on a les premières entreprises qui commencent à dire que les choses ne sont pas d'équerre, mais du bout des lèvres. Donc on voit une érosion, mais c'est loin d'être une catastrophe. Donc la lecture positive, c'est que c'est loin d'être une catastrophe. J'aurais tendance à dire que ce n'est que partie remise et quand les entreprises communiqueront un petit peu plus à l'issue du premier semestre, on aura peut-être envie de dégrader encore un peu plus. Mais par rapport au ressenti que nous avons depuis des mois sur le danger que représentent ces politiques de Trump, je dois admettre que les entreprises pour l'instant font plutôt le dos rond et que d'une certaine façon ça vient soutenir l'enthousiasme boursier qui reste un élément de perplexité quand même. C'est-à-dire que c'est le deuxième sujet de peut-être un peu positif, c'est qu'il y a quand même beaucoup d'énergie dans les marchés pour croire à une sortie par le haut de cette discussion sur les droits de douane notamment, et d'une croissance qui ne fléchirait pas sur l'essentiel, sur beaucoup de parties du monde, et notamment donc les parties émergentes, alors qu'on disait il y a encore quelques semaines que ce seraient les premières victimes de cette désorganisation de l'espace mondial. Donc c'est un élément de perplexité, mais s'il faut d'informations et de documentation, on constate que la main invisible est plutôt contente, je crois qu'il faut déjà le signaler. Absolument. Alors quand on regarde tout de même un peu dans le détail ce qui a performé ces derniers temps, on va regarder tout de suite sectoriellement, on voit que ce qui est défensif c'est bien tenu, a encore été plébiscité, en tout cas la semaine passée. Utilities, télécom, si on est si confiant que ça devrait moins bien se comporter. Je suis d'accord. Pas tout à fait le cas. C'est vrai. Alors, il y a peut-être des opportunités du coup qui se dessinent sur ce qui est aujourd'hui un petit peu malmené. Donc, on a des secteurs, ceux en rouge qui souffrent un petit peu. Là, on voit la performance, c'est sur 10 jours et sur un mois, voilà.
On voit que les services informatiques ont bien rebondi tout de même. C'est-à-dire qu'ils avaient été bien massacrés. Mais grosso modo, bon, c'est pas encore la fête. Hein. On va pas trop s'exposer aux valeurs. Voilà. Donc toi, sectoriellement, oui. J'allais dire que sur les secteurs performants sur un mois sont de petits secteurs. L'impression d'une hausse est forte et rassurante, mais les transports pèsent rien. L'aerospace défense, à cause des gains récents, a dépassé l'automobile, mais ça reste des petits secteurs dans l'absolu. Et il faut arriver à la banque pour commencer à avoir un secteur qui pèse sensiblement. Ça représente à peu près 12% de la capitalisation boursière européenne. Et là, effectivement, ça pèse. Cette performance-là, sur un mois, est vraiment importante et elle a dirigé le marché. Et donc, pour dire quelques mots sur les secteurs, qu'est-ce qu'on peut évoquer? Les utilities qui sont performantes sur une semaine, c'est quand même un petit peu troublant parce que les prix d'énergie baissent en fait. Donc, il y a bien ce que tu viens d'évoquer, probablement un facteur de défensif qui fait que les gens vont chercher du confort sur ce secteur. C'est aussi un petit peu troublant parce que les services publics, pardon, sont structurellement endettés. Donc, si on est dans un moment où les taux longs remontent, ça fait partie quand même d'un modèle, ça fait partie intrinsèquement de leur modèle économique. Et si leur coût de refinancement monte, par définition, la valeur laissée aux actionnaires est moindre. Donc, baisse des prix d'énergie, remontée des taux, normalement, on ne devrait pas se précipiter sur cette classe d'actifs. Mais tout le monde en veut parce que ce sont des affaires plutôt bien gérées, ce sont des affaires qui investissent aussi, il faut quand même le dire. Il y a cette transition vers l'électricité qui fait qu'on espère que les volumes adressés aux grandes utilities seront toujours croissants. On peut facilement construire une histoire de long terme. Et puis elles sont peut-être pas trop exposées aux États-Unis. Et elles ne sont pas du tout exposées aux États-Unis, bien sûr, mais c'est en ça que le marché est fragile. Hein. Si la seule légitimité de ce secteur découle de ceci, c'est un petit peu embêtant. Les banques se portent de façon ahurissante. On n'en revient pas de voir des chandelles de hausse sur des établissements dont on pensait que pique-banque il n'y a encore pas longtemps. Hein. Je pense à la Société Générale là, qui tout d'un coup est devenue tout à fait respectable. C'est-à-dire qu'elle a été respectable depuis longtemps, mais personne ne voulait entendre. Et là, on a un doublement de cours en quelques semaines. Et après ce doublement, elle est encore moitié moins chère en termes de multiples de fonds propres que ses pairs. Donc ça laisse de quoi voir venir. Encore que si on doublait la capitalisation de la Société Générale, elle deviendrait une des toutes premières banques européennes, ce que les gens ne conçoivent pas vraiment encore aujourd'hui. Mais c'est intéressant de voir ce parcours. Et on a la même chose avec la BCP, qui est la banque portugaise, qui est une petite banque bien gérée, mais quand même sur un univers assez étroit, un peu africaine et surtout portugaise. Pareil, on connaît des verticales de hausse spectaculaires. Donc c'est un peu troublant parce que ça veut dire que c'est aussi un endroit où les gens vont se réfugier. Dans la banque, on est à peu près certain d'avoir ses dividendes encore aujourd'hui et probablement pour les 2 années qui viennent. Donc il y a ce facteur protection par le paiement d'un coupon important. Et puis dans les secteurs qui nous font, qui ont beaucoup reculé, on voyait sur ton graphique la consommation durable, donc le luxe, pour pas le nommer, qui a bien baissé ces derniers temps et sans qu'il y ait de moteur bien clair à cette crainte. Je pense pas que les droits de douane soient un vrai facteur aujourd'hui pour le luxe parce que surtout si on s'oriente vers des 20-25% plutôt que des 100%. Donc c'est un peu étonnant. Il y a probablement une opportunité là sur les très belles signatures du secteur, donc les françaises. Et enfin, il y a l'automobile qui pose un problème considérable. Je crois qu'on l'a évoqué plusieurs fois, parce que du fait de son poids économique sur l'Europe. Et tous les signaux montrent que la position concurrentielle européenne de l'automobile est devenue catastrophique à cause de la Chine. Et quand on dit catastrophique, tous les jours, on découvre que les Chinois ont encore pris une longueur d'avance en prix, en technologie, en qualité de fabrication. Enfin, on trouvera ce qu'on veut comme explication et c'est irrésistible. Patouche à l'automobile. Oui. Pardon? Patouche à l'automobile en dépit des valeurs
en pied des valorisations complètement déprimées. Ouais. Et c'est vraiment délicat pour le secteur parce que il est important pour l'Europe et les entreprises qui participent de ce secteur sont quand même hautement compétentes, notamment quand on pense aux équipementiers automobiles. On n'a pas de doute sur les compétences d'un Valeo. Simplement, Valeo n'est pas chinois et c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et les effets d'échelle qu'on a quand on est Valeo façon chinoise sont tellement colossaux aujourd'hui que ça sera extrêmement compliqué pour Valeo d'arriver à se réinstaller comme étant un fournisseur au sang chinois, capable de parler chinois avec les Chinois, même s'ils ont leurs implantations et qui font des efforts absolument remarquables pour fournir les constructeurs chinois. C'est un moment d'une grande violence. Et c'est ça qui est quand même assez troublant, c'est qu'on est convaincu d'une qualité d'actifs, mais face à une vague totalement irrésistible d'un pays qui veut occuper des grands espaces industriels. Bon, là on a fait un petit balayage sectoriel, mais alors en termes de conviction par rapport au marché, aujourd'hui bon, moi, je serais plutôt prudent, sans être exagérément prudent, mais je me dis que voilà, on a matière à volatilité. Je pense que personne n'a intérêt à laisser partir les choses dans le décor. C'est pour ça que je crois pas non plus à la catastrophe forcément, mais je me dis qu'on a des éléments qui peuvent dérailler malgré tout, et notamment ce qui se passe du côté du Japon, ça peut donner lieu à des déboutages violents. En dernier ressort, je pense que les banques centrales devront intervenir si vraiment les choses se passent mal. Mais c'est pour ça que je suis pas non plus noirissime. Cela dit, comme je le précisais, je serais plutôt prudent. Est-ce que toi, tu partages cette prudence ou tu trouves qu'elle est finalement un peu de mauvaise aloi? Non. Nous, on est excessivement prudent. On a eu finalement beaucoup de chance en étant prudent. Il n'y a aucun sentiment positif vis-à-vis de Trump. Donc, en se réfugiant dans des titres de qualité et plutôt défensifs dans nos choix pour construire des listes de valeurs d'Alpha Value, et on s'en porte très bien aujourd'hui. On est surtout surpris du fait que des valeurs défensives se portent bien. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas capitulé dans la reprise des marchés. C'est ça le point assez étonnant. Mais oui, il faut à nos yeux rester très, très prudent. Oui. Parce que les chocs qu'ont connus les entreprises sont des chocs qui sont actés. Elles sont obligées de prendre des décisions. Elles ont des frottements. On l'a déjà, je crois, évoqué. On ne sait pas si le bateau qui va partir de Chine est à moitié plein ou complètement vide. Et ça a un coût pour celui qui a mis quelques objets dans ce bateau. Les prix de fret ne sont pas les mêmes. Donc, par effet d'entraînement, toutes les décisions des entreprises sur des actes normaux, des actes normaux de gestion sont devenus compliqués, entraînent la nécessité de se prémunir, c'est-à-dire d'acheter des assurances au sens de prendre des décisions qui peuvent être potentiellement contradictoires et couvrir toutes les options possibles. Et c'est un frottement. On a utilisé plusieurs fois ce terme dans nos échanges. Ils sont là, donc ils auront un impact et donc ça va mal se terminer, oui. C'est certain. On n'aura pas un moment où on va mettre de côté toute cette affaire de droits de douane et un retour en arrière à la situation qui prévalait sous Biden pour dire les États-Unis sont structurellement ouverts au reste du monde. Fini. À l'heure où nous parlons, les marchés n'en ont pas grand-chose à faire, mais il faut dire qu'ils sont aussi pas mal dirigés en ce moment par des algorithmes. Et petite confidence, un gérant macro indiquait récemment, enfin il se vantait d'avoir des algorithmes qui étaient calés sur la parole trumpienne et donc qui réagissaient au quart de tour aux tweets ou aux déclarations de notre ami Donald. Et donc bon, c'est une façon d'opérer, mais après il faut jamais oublier sur les marchés qu'à un moment donné les tendances de fond finissent par prévaloir. Donc, et les risques peuvent se matérialiser aussi. Bon, on ne le souhaite pas, mais voilà. Je te rejoins dans ta prudence et je vois que nous sommes raccords.
Thierry, merci pour cette séquence stratégie. Alors, nos abonnés vont avoir droit au reste, c'est-à-dire on va parler justement des sélections, des valeurs au sein de ces sélections, de ce qu'elles ont fait, de la performance des sélections. Et si vous n'êtes pas abonné, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve sous la description pour accéder aux analyses, aux listes et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à Pierre-Yves et à nos amis d'Alpha Value. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc, nous, on vous dit à très bientôt.